mais c'est pas moi. Mais c'est qui a tué Mme Marshall? C'est ça la vraie question aujourd'hui qu'il faut poser. Je demande à la justice un 12e procès. Et partie civile, c'est ça, parce que j'ai envie de raconter ça pour en voir à qui vous faites le crime. Et partie civile, ils sont tout faits, il n'y en a pas un 12e procès. Je ne comprends pas pourquoi partie civile, ils sont contre un 12e procès. Parce que s'il y a un 12e procès, c'est pas eux à prendre le risque, c'est moi. Effectivement, Omar court le risque d'être condamné plus lourdement si le procès de révision qu'il réclame n'aboutit pas en sa faveur. Mais alors, pourquoi la famille s'oppose-t-elle farouchement à ce deuxième procès, alors qu'elle ne risque rien? Manifestement, l'accusation contre Omar Haddad ne tient pas. Et le dossier est un dossier qui sent mauvais. Parce qu'on veut protéger un secret. Si Omar est innocent, qui est donc l'assassin de la veuve Marshall? Au lendemain du procès, détectives et journalistes vont se jeter à corps perdu sur de nouvelles pistes, provoquant une vraie course au rebondissement. Alors on retrouvera successivement la trace d'un autre Omar. Puis ce sera un témoin qui a vu une camionnette le jour du meurtre, avec des objets tachés de sang. Enfin, un ancien détenu de Clairvaux qui subitement fait des révélations sur un possible meurtrier rencontré en prison. Tout cela n'aboutira à rien et discréditera le travail de ces apprentis enquêteurs non dénués de bonne volonté. Malgré tout, des pistes solides semblent se profiler alors. Des pistes que les gendarmes n'ont jamais voulu suivre du temps de l'instruction. Comme il y avait beaucoup de points qui étaient restés obscurs et qu'il y avait des incohérences au cours du procès, moi je me suis dit c'est pas croyable. Et le journal où j'appartiens à Paris Match me dit écoute, retourne à Mougins, fais une contre-enquête. Jeanquer va retrouver Mimoun Barkhani, qui pendant 10 ans a été le fidèle majordome de Jean-Pierre et Ghislaine Marshall. Il explique à Jeanquer que 2 mois avant sa mort, Madame Marshall se sentait menacée et lui a fait des confidences. Au bord de la piscine, elle me dit c'est très grave ce que j'ai à te dire, Mimoun. Je crois que ma vie est en danger, j'ai peur. Madame, vous avez peur? Qu'est-ce qui vous veut du mal? Eh bien, j'ai un familier qui me fait peur. Il veut de l'argent, il est pressant, il est pressé, il veut monter une société et je sens que ma vie est en danger. Et tu vois, je vais te dire une chose, si vraiment il m'arrivait quelque chose, tu saurais que c'est lui qui m'a tué. Mais c'est grave, madame, ce que vous me dites là. Elle dit oui, justement, c'est pour ça que je veux que tu me protèges. Je te prends à n'importe quel prix, je te reprends à mon service. En juillet, je laisse la maison à mon fils et en août, tu viens me revoir et tu seras mon garde du corps, mon chauffeur. Voilà, tu ne me quitteras plus. Et j'ai trop peur. Je sens que ma vie est en danger. En 96, Mimoun est enfin entendu par les gendarmes de la SR de Marseille. Mais son témoignage est très vite discrédité, car il est l'oncle d'Omar. Et c'est là que le bas blesse. Alors, il est crédible, il est bien équilibré. C'est pas une vengeance. Il est honnête, il a de la mémoire en même temps, et il veut dire ce que Madame Ghislaine lui a transmis comme message, mais dès l'instant qu'il est l'oncle, ça n'a plus aucune valeur. Et on dit maintenant, c'est pas crédible. En plus, Mimoun n'est pas le seul à qui Madame Marshall a confié ses craintes. 5 témoins attestent qu'1 mois avant sa mort, une même personne semblait la menacer. En fait, j'ai retrouvé 5 personnes qui avaient les mêmes phrases à me communiquer, c'est-à-dire si je suis assassiné ou si je suis morte, si on me retrouve assassiné, vous saurez que c'est lui, il veut me tuer. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit à un marchand de légumes dont j'ai le nom, elle l'a dit à son traiteur, elle l'a dit à Tania Varro, une femme de la grande société de Mougins, elle l'a dit à une directrice qui était une amie à elle, Madame Marty, qui était directrice d'une agence immobilière. Madame Jacot l'a entendu aussi. En fait, j'ai eu 5 informations qui ont recoupé celle de Mimoun. À Mougins, les habitants pensent qu'Omar n'aurait pas tué Ghislaine Marshall. Certains prétendent connaître le nom de la personne qui la menaçait. Elle avait peur, elle s'était confiée. Ils n'ont jamais rien osé dire et la police n'est jamais venue les interroger. Mais Jeanquer découvre autre chose. Souvenez-vous, l'arme du crime. Elle n'a jamais été retrouvée, ni même identifiée.
Il réinterroge Liliane Recevaux, la femme de chambre, qui travaillait pour Ghislaine Marchal depuis quelques années à la Chamade. Elle connaissait tous les recoins de la maison. Elle se souvient d'un détail capital. Et c'est là qu'elle m'a dit, eh ben je sais maintenant ce qui manquait, ça m'a complètement échappé, et je l'ai dit à personne. Qu'est-ce que c'est, Liliane? Eh bien, c'était un coupe-papier avec un manche en ivoire. C'était un objet de famille, d'ailleurs, qui était posé sur un velours vert, sur un plateau en argent. Il était tellement affûté des deux côtés que je me suis coupé une fois, et Ghislaine Marchal m'a dit faites attention quand vous retirez la poussière et vous nettoyez cet objet. En fait, le coupe-papier ressemblait à l'arme décrite par le médecin légiste, une lame de 20 cm coupante des deux côtés, de 2 cm de large. Étonnant. Le coupe-papier porte les armoiries de la famille des parents de Ghislaine. Et à leur tour, des proches confirment sa disparition. Cet objet de famille était rangé dans un écrin vert sur le secrétaire de la chambre à coucher. Il est introuvable et semble correspondre à l'arme du crime. Le détective Roger-Marc Moreau lui aussi contre-enquête et s'intéresse à son tour à la femme de ménage. Il a de sérieux soupçons la concernant. Liliane Recevaux a en effet confié aux gendarmes que Mme Marchal lui a donné congé ce fameux week-end du samedi jusqu'au mardi. Mais en interrogeant son ancien compagnon, le détective s'aperçoit qu'elle a menti sur son emploi du temps. Il me dit, ce jour-là, d'abord le samedi, quand elle revient de chez Mme Marchal, elle ne me dit pas, contrairement à ce qu'elle va déclarer aux gendarmes, que Mme Marchal lui a donné congé. Deuxièmement, le dimanche matin, elle se lève à 7h30. Elle me dit, je vais travailler, je vais à la Chamade. Elle ne lui dit pas qu'elle est en congé. Le lendemain, c'est-à-dire le lundi, selon l'accusation, Mme Marchal est déjà décédée. La femme de ménage se lève à 7h30. À nouveau, elle dit à son concubin, je vais travailler à la Chamade. Le mardi, même scénario. Sauf que là, elle revient au bout de quelques heures et elle lui dit, Madame Marchal est décédée. Quand il apprendra par la suite, par les journaux, car ça va devenir une affaire très médiatisée, et donc tous les détails vont être donnés, que Madame Marchal serait décédée le dimanche. Il va lui poser des questions. Elle va lui dire, en fait, non, j'ai menti, je t'ai menti à l'époque, j'étais pas à la Chamade, j'étais avec ma fille au bord du lac de Saint-Cassien. Liliane dit-elle la vérité? Ou cache-t-elle quelque chose? Nous l'avons rencontrée, bien sûr, mais elle refuse obstinément de répondre face caméra. Elle explique simplement qu'elle a menti à son concubin parce qu'elle ne voulait pas qu'il sache que ce dimanche-là, elle était avec un autre homme. Bien sûr, j'allais pas dire à mon concubin, tu sais, j'étais au lac avec un autre. Mais à l'époque, Pierrot n'était pas mon amant, hein. C'était un ami. Mais son compagnon, Pablo Cortés, ne la croira jamais et il la quitte. Il la soupçonne d'être mêlée au meurtre. Les gendarmes ne la soupçonnent pas. Mais son concubin, lui, il la connaît bien, il la soupçonne. Il la quitte et elle s'installe en concubinage avec le deuxième homme, c'est-à-dire Pierrot le Fou, l'homme que l'on peut soupçonner d'être mêlé peut-être à cette affaire. Roger-Marc Moreau enquête alors sur Pierre Haribo, dit Pierrot le Fou, et découvre que celui-ci a été condamné à 5 ans de prison pour meurtre lors d'une rixe à Paris. Il a tué, vous savez pourquoi il avait tué? C'était une légitime défense. Il a défendu une personne. Pour ça qu'il a pris que 5 ans. Hein. Un assassin dans l'entourage de la femme de ménage de Mme Marchal est un élément qui aurait dû intéresser la police et méritait vérification. Pourtant, rien n'est fait. Les gendarmes, la justice, personne n'a enquêté sur cette piste. Pourquoi? Parce qu'ils ignoraient... D'abord, ils ne s'intéressent pas à l'emploi du temps de la femme de ménage, ne s'intéressent pas du tout à la femme de ménage elle-même. Ils ne connaissent même pas l'existence de Pierre Haribo. Malheureusement, Pierre est mort en février 2010. Il s'est suicidé. Liliane, de son côté, se défend, affirme qu'elle peut prouver que le jour du crime, elle était bien dans le Var, en compagnie de Pierrot. J'étais pas là, ce jour-là, bon sang, bonsoir. Il y a eu des chèques, il a fait un restaurant. Cette femme, que c'était la poule aux odeurs pour moi. Parce que moi, je gagnais plus d'1 million par semaine. Mais les pourboires qu'on avait, ils n'ont jamais donné des 100 francs, hein, c'était des 500 francs.
Ces pistes ne seront jamais prises en compte. Seuls quelques journaux s'y aventureront pour être lourdement condamnés. Mais pourtant ici, chemin de Saint-Barthélemy, derrière les murs de ces superbes villas, un nom est sur toutes les lèvres. Madame Marchal avait peur et s'était confiée à ses amis du village. En 2001, près de 3 ans après la grâce et la remise en liberté d'Omar Haddad, nouveau rebondissement. Des experts du laboratoire de la police scientifique de la préfecture de police de Paris isolent 2 ADN qu'on a retrouvés mélangés au sang ayant servi à tracer les inscriptions sur les portes de la chaufferie. Cette découverte va littéralement changer le cours des choses. Parce que là, c'est du sérieux. Pour les nouveaux défenseurs d'Omar, c'est la preuve matérielle tant attendue. La nouvelle tombe, absolument hallucinante. On a découvert, à l'occasion de cette analyse, de l'ADN mélangé au sang de Madame Marchal. On découvre sur les 2 inscriptions et sur le chevron qui a servi à frapper Madame Marchal. On dit, puisqu'on découvre de l'ADN mélangé au sang de Madame Marchal, c'est forcément celui d'Omar Haddad. Et on va préciser Omar Haddad, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre. Mais Omar Haddad dit, si, je veux immédiatement qu'on prélève mon ADN, car ça ne peut pas être le mien. Il va se transporter à ses frais de Toulon à Paris, on va prélever son ADN, ce n'est pas l'ADN d'Omar Haddad, et à partir de là, cette affaire absolument incroyable, on a l'ADN, eh bien personne ne cherchera à le comparer à qui que ce soit d'autre. En principe, la partie civile est toujours intéressée par la manifestation de la vérité. Dans ce cas précis, la famille prétend que la porte a été contaminée par les personnes qui s'en sont approchées pendant l'enquête, comme des gendarmes ou pendant le procès. Vous avez eu des scellés qui ont été protégés. Alors, vous avez un rapport avec des scellés. Vous voyez, la porte a été protégée. Vous pouvez le constater. Voilà. Comme il faut. Comme il faut. Hein, c'était bien protégé. Et ensuite, donc, un rapport a été déposé par Madame Cherpin, donc, qui est directrice du laboratoire scientifique de Paris, a précisé, dans le cadre de son introduction, qu'elle a constaté l'intégrité des scellés transmis. Voilà maintenant 10 ans que la défense se bat pour que ces 2 ADN soient comparés à celui d'autres personnes, ou passés au fichier des empreintes génétiques. Et admettons que ce soit, qu'il considère vraiment que ce soit lui, mais s'il y a d'autres suspects, il devrait accueillir à bras ouverts ma demande. Il devrait être heureux de savoir que, parce qu'il y avait forcément, dans tous les cas, plusieurs personnes sur cette affaire, de savoir quelles sont les autres personnes. Même s'il pense que c'est lui, il y a forcément eu d'autres personnes. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne se posent pas cette question? Pourquoi ils ne veulent pas que cette affaire soit réouverte? Je n'en sais rien et je ne le comprends pas. Alors peut-être vont-ils rétorquer le fait qu'ils veulent faire leur deuil. Mais est-ce que M. Omar Haddad l'a fait son deuil de cette accusation atroce? Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Parce que c'est une piste, on peut aller jusqu'à la vérité. Alors pourquoi on arrête là? Et j'espère qu'on n'arrête pas là. Non, parce que malheureusement, 7 ans et 2 mois et 8 jours derrière les barreaux, ça malheureusement, personne ne peut me le rendre. C'est trop tard. Ça y est, le mal est fait. Mais bien sûr, pour la vérité, on n'est jamais trop tard. Parce que la vérité, déjà, bien sûr, c'est pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, et bien sûr, pour tout le monde. Pour la justice aussi. Pour la France aussi. Parce que la France, c'est un pays de droits de l'homme. Il est aujourd'hui évident que les inscriptions faites avec du sang sur les 2 portes de la chaufferie détiennent le secret du mystère de l'assassinat de Ghislaine Marchal. Les experts ont depuis 10 ans déjà isolé 2 ADN retrouvés mélangés au sang des inscriptions. Ces analyses sont capitales. Pas pour le ministère de la Justice, notez, qui a longtemps traîné des pieds pour comparer ces ADN à celui d'autres personnes, ce que la défense demande sans relâche depuis 10 ans. Enfin, le 6 mai 2011, le garde des Sceaux a accepté de comparer les 2 empreintes des ADN au fichier national des empreintes génétiques. En cas de résultats probants, la commission de révision pourrait être saisie grâce à ces nouveaux éléments. Mais en France, l'annulation d'un jugement est une décision exceptionnelle, car la justice se considère comme infaillible. La Cour de révision est le dernier espoir du condamné Omar, et dans les annales judiciaires de notre pays, seules 5 procédures de révision ont pu aboutir. Alors Omar y arrivera-t-il? Eh bien franchement, de tout cœur, on l'espère. Bonsoir.